Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Question de l'heure. Je suis Naomi Akbar, présentatrice de l'émission Question de l'heure. Question de l'heure, votre magazine d'opinion sur l'actualité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous recevons pour vous et nous les recevons en tant que... Voici nos questions et ses réponses. Effectivement, l'honorable Vital Kamerhe a vu sa condamnation dans le cadre du programme de 100 jours être confirmée par le juge d'appel. Pour nous, d'abord de la famille Cap pour le changement, c'est un dur coup. En tout cas, il faut que nous puissions l'affirmer. Pour l'ensemble du cash, c'est un coup dur. Il ne faut pas segmenter cette souffrance seulement dans le parti politique de l'honorable Vital Kamerhe. Ça concerne l'ensemble de la coalition Cap pour le changement. Donc ici, il n'y a pas que certains parmi nous ne peuvent pas dire qu'ils sont très touchés par rapport à d'autres. Parce que Vital Kamerhe, c'est notre allié, c'est notre partenaire, et Vital Kamerhe, c'est la deuxième personnalité de la coalition Cap pour le changement. Et au regard de cela, nous, en tant que sociétaires du Cap pour le changement, nous avons le devoir politique de témoigner à l'honorable Vital Kamerhe notre solidarité politique. Cependant, il ne faut pas que nous puissions l'oublier. Nous sommes dans un processus républicain. L'honorable Vital Kamerhe a été condamné par la justice étatique de notre pays. Et au regard de cela, nous qui prenons encore le respect de l'état de droit, le respect de l'état de droit signifie aussi le respect des institutions établies. Nous, en tant que membres de la société politique, nous ne pouvons pas interférer dans le déroulement ou dans l'organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux. Donc, les juges ont rendu leur décision. Cette décision nous fragilise tous. Cette décision nous cause beaucoup de souffrance, mais nous n'avons pas autre choix à faire à part prendre acte. Et nous sommes solidaires avec l'honorable Vital Kamerhe et nous sommes de ceux qui pensent que l'honorable Vital Kamerhe devrait user de tous ses moyens de droit afin qu'il soit rétabli dans ses droits. Je salue d'abord la détermination du secrétaire général actuel de l'UNC, M. Billy Kambale. Vous savez, lorsque un parti politique comme l'UNC est en face d'une telle réalité, c'est nécessaire que les leaders du parti puissent convoquer ses collègues afin de pouvoir réfléchir sur l'agenda. Mais il ne faut pas non plus tenir aussi des rigueurs l'honorable Billy Kambale au regard des expressions qu'il a tenues au cours de cette réunion, parce qu'il faut ne pas oublier que, et ce soit l'UNC ou l'ensemble du cash, nous tous nous sommes encore sous le choc. Et quand l'on est sous le choc, il y a des fois que nous pouvons prononcer certains mots et qu'à l'état normal, nous ne pouvions pas les prononcer. Nous nous réjouissons à partir du moment où l'Union pour la Nation congolaise n'a pas pris la décision de quitter la coalition Cap pour le changement, ni l'Union sacrée non plus. Bien au contraire, l'honorable M. Billy Kambale a juste voulu rappeler de l'ordre, et effectivement, ils vont mener des actions, des revendications, des sit-ins. C'est de bonne guerre. Nous sommes en politique et nous sommes aussi dans la démocratie. Mais ce que nous voulons, tout simplement, c'est le respect des règles établies. Cette question me fait souvent rire, parce que même hier, j'étais encore sur le plateau de l'un de vos confrères qui m'a aussi posé la même question. Vous savez, en droit, lorsque on allègue les faits, il y a le principe qui veut que la personne ou celui qui allègue les faits doit apporter les preuves. En vertu de l'adage actor incumbit probatio. Il revient à ceux qui disent que c'est l'UDPS qui serait derrière cette machination de la condamnation de l'honorable Vital Kamerhe. Parce qu'il faut que les gens ne puissent pas l'oublier. L'honorable Vital Kamerhe aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un coup dur pour nous tous. Mais il est condamné dans quel dossier? Dans le dossier du programme des 100 jours. Aujourd'hui, tout Congolais,
même en dehors du cash, tout Congolais peut faire son bilan à lui du programme des 100 jours. Et personnellement, je trouve que le bilan est catastrophique. Et lorsque le bilan est catastrophique, il y a des soupçons de détournement d'argent ici, il y a des soupçons de corruption là-bas, il y a des soupçons de concussion ici. Voilà pourquoi la justice s'est impliquée. Et lorsque la justice établit la responsabilité pénale en charge de tel ou tel individu, nous, en tant que membres de la société politique, comme je viens encore de le dire, nous n'avons plus autre chose à faire à part prendre acte. Donc, il ne revient pas maintenant qu'on puisse accuser tel ou tel individu extrajudiciaire d'ailleurs, qu'on puisse dire non, c'est l'UDPS qui serait derrière telle machination, alors qu'au niveau de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a pris la décision en appel, il n'y a aucun membre de l'UDPS. Le Sénat a souverainement décidé de ne pas autoriser les poursuites judiciaires à l'égard de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Je l'ai dit, c'est une décision souveraine et que nous tous, nous ne pouvons pas apporter des critiques là-dessus. D'ailleurs, c'est un sujet qui ne peut même pas engendrer débat. Cependant, la seule chose qui semble un peu me désoler, lorsque l'honorable Matata Ponyo était encore à Conakry en Guinée, et à ce moment-là, le procureur général près la Cour constitutionnelle avait saisi le Sénat afin d'obtenir cette autorisation. À partir de la Guinée, l'honorable Matata a déclaré sa disponibilité à pouvoir répondre devant la justice. Aujourd'hui, au moment que toute l'opinion nationale aimerait avoir l'éclairage, aimerait avoir toute la lumière sur ce que nous qualifions comme le scandale d'État autour du projet de Bokanga Lonzo, un projet qui a coûté à la République plus de 280 millions de dollars américains, et que la justice, le procureur général près la Cour constitutionnelle, qui trouve que l'honorable Matata, étant donné que c'est lui à l'époque qui était Premier ministre et qui a toute la possibilité de pouvoir éclairer la lanterne de la justice, puisse se présenter devant le procureur, mais curieusement, le Sénat use de sa souveraineté pour ne pas permettre à la nation de savoir la vérité. Donc aujourd'hui, le fait pour le Sénat de ne pas autoriser les poursuites judiciaires à l'égard de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, ça bloque l'opinion nationale. Aujourd'hui, il est pratiquement difficile que nous puissions savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est derrière le projet? Qu'est-ce qui est derrière le programme de Bokanga Lonzo? Mais la consolation pourrait par exemple résider parce que lorsque le Sénat vote, la décision du Sénat n'est pas une cause d'extinction de l'action publique. C'est-à-dire, demain ou après-demain, le procureur général près la Cour constitutionnelle peut encore, au regard des éléments qui vont se retrouver dans les dossiers qu'il est en train d'instruire, il va encore ressaisir le Sénat au fait d'obtenir toujours cette autorisation. Donc, nous avons l'espoir que tôt ou tard, demain ou après-demain, la justice sera dite et que le peuple congolais dans son ensemble saura quand même la vérité sur le programme de Bokanga Lonzo. Bon, l'Assemblée nationale a aussi usé de sa souveraineté. Vous savez que lorsque l'on est dans l'état de siège, veut qu'on puisse diriger la partie du pays ou si pas l'ensemble du territoire national concerné par des mesures exceptionnelles. Alors, vous savez mieux que moi, il y a deux zones deux provinces qui sont aujourd'hui sous l'état des sièges, c'est notamment la province du Nord Kivu et la province d'Elituri. Alors, le gouvernement de la République a saisi l'Assemblée nationale afin d'obtenir l'autorisation pour que l'exécutif central puisse désormais décider par voie d'ordonnance loi. L'Assemblée nationale a décidé, non, l'État n'est pas si grave, la situation n'est pas si grave, afin que nous puissions donner ces pouvoirs à l'exécutif de décider à la place du Parlement. Donc, au fait, c'est ça la nuance. Alors, il y a des gens qui disent, mais ça fragilise l'union sacrée de la nation. Regardez maintenant, l'union sacrée semble être bloquée. Mais je rappelle aux gens que l'Assemblée nationale est majoritairement acquise à l'union sacrée de la nation. Le gouvernement, il est 100% union sacrée de la nation. Donc, toutes les deux institutions sont les nôtres. Donc, c'est le gouvernement et non pas le président de la République qui a saisi l'Assemblée nationale.
Et l'Assemblée nationale a décidé que ce n'est pas urgent, ce n'est pas opportun, ce n'est pas nécessaire à ce que le gouvernement soit, ou l'exécutif central soit habilité à pouvoir décider par voie d'ordonnance. Donc nous prenons acte tout simplement de la décision de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la problématique ou les débats autour de la question du renforcement des conditions d'éligibilité à la magistrature suprême de notre pays, c'est un débat très séculant, c'est un débat très intéressant, en tout cas à tous égards, très intéressant. Et je pense d'abord que pour ces débats, nous puissions d'abord mettre le président de la République au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas associer le président de la République encore à l'UDPS parce qu'il est désormais le président de tout le monde. Et du côté de l'UDPS, je pense qu'en tant que parti politique, l'UDPS n'a pas encore donné sa position quant à ce. Donc la position que moi je vais donner maintenant, c'est une décision qui m'engage, moi, Ahmed Ousseini, en tant que scientifique et en tant que Congolais. Les débats autour de cette question me paraissent très intéressants parce que il rentre dans le cadre républicain. Cependant, je constate tout simplement que les prémices sur ces débats semblent être fausses et que ce débat est encore davantage faussé à partir du moment où il tourne autour des individus et il tourne autour des postulats qui sont apparemment creux. Effectivement, la question de la congolité, comme certains aimeraient bien la synthétiser, ce n'est pas une question nouvelle. Ce débat n'est pas seulement un débat qui se limite en République démocratique du Congo. Quand on consulte les législations à travers le monde, l'on constate que plusieurs pays ont adopté d'ailleurs des lois plus dures que les lois de la République démocratique du Congo pour accéder à la magistrature suprême. Quand par exemple vous arrivez dans des pays comme le Myanmar ou la Birmanie, où l'on oblige non seulement aux candidats d'être Birma d'origine, de père et mère aussi d'origine, mais d'être aussi épousé ou d'avoir comme époux un Birman d'origine ou une Birmane d'origine. Et aussi, même les enfants doivent être de Birman d'origine pour être candidats à l'élection présidentielle. Vous arrivez dans des pays comme l'Égypte, où l'on oblige à ce que les candidats puissent remplir toutes ces conditions, comme par exemple en Birmanie. Et bien qu'en Égypte, depuis le temps de Gamal Abdel Nasser jusqu'aujourd'hui, le seul président qui a été élu, c'est Mohamed Morsi. Mais tous les autres, même si l'on organise des coups d'État en Égypte, mais les putschistes s'organisent toujours de la manière que la personne qui sera à la tête du pays remplisse quand même les conditions constitutionnelles pour ne pas être en disharmonie avec le peuple. Mais ici, chez nous, est-ce que c'est nécessaire, à la date de ce jour, que les candidats à l'élection présidentielle puissent être issus de tous ces deux parents congolais d'origine? Lorsque l'on veut légiférer sur une matière, il y a ce qu'on appelle en légistique l'élément expérimental. Il faut partir de certaines expériences. Qu'est-ce qui s'est posé dans le pays pour nous pousser, nous, à pouvoir prendre une telle décision? Alors, à partir du moment où l'on n'arrive pas à donner le référence de ce qui a coché, de quoi que nous avons rencontré, il serait alors difficile à ce que nous puissions proposer une thérapeutique pour obtenir maintenant ce qu'on appelle aussi en légistique l'élément axiologique, la valeur maintenant qu'on veut protéger. Est-ce que l'on a fait une étude entre les Congolais que certains qualifieraient de demi-Dakar, certains, donc ceux dont l'un des deux parents serait d'une autre nationalité, leur type, leur manière de gérer le pays ou leur degré de loyauté à l'égard de notre pays, et ceux dont tous les deux parents seraient des Congolais d'origine. Donc, à partir du moment où le débat n'est pas bien précisé à ce niveau-là, la suite sera faussée. En plus, il nous faudra aussi nous poser la question, jusqu'où nous devons aller avec ces verrouillages? Est-ce que nous allons seulement nous limiter au niveau des Congolais ayant deux parents, tous de nationalité congolaise d'origine, ou soit nous devons aussi aller jusqu'à voir la nationalité de nos époux ou la nationalité de tout candidat à l'élection présidentielle? Parce que s'il faut que nous puissions extraire
les candidats à l'élection présidentielle de tout élément d'extranéité, afin qu'ils soient effectivement loyaux à l'égard de notre pays, il faudrait que aussi nous puissions en tenir de tous ces éléments-là. Il faut que les candidats à l'élection présidentielle soient aussi époux ou épouses à un Congolais d'origine. Il faudrait aussi que ces candidats à l'élection présidentielle aient aussi des enfants, tous de nationalité congolaise. Parce que si nous nous limitons seulement à avoir un Congolais avec deux de ses parents qui sont tous Congolais d'origine, alors que ce même Congolais, il est marié à une Rwandaise ou marié, je ne sais pas moi, à une Française, à une Américaine. Et nous tous, nous savons le pouvoir qu'exercent nos femmes sur nous, les hommes. Donc, quelque part, nous risquons de ne pas résoudre le problème. Parce qu'une Rwandaise, s'il faut que, par exemple, je cite cet exemple, qui est là aux côtés de notre président de la République. Mais c'est plus facile alors que si et seulement si il y a un agenda extérieur, que notre président de la République soit affecté. Ou si et seulement si notre président de la République a des enfants n'ayant pas la nationalité congolaise, et lorsque les intérêts de la République démocratique du Congo seraient en contradiction avec les intérêts du pays dont ces enfants portent la nationalité, mais notre président de la République risque d'être en difficulté de mieux défendre nos intérêts. Donc, le débat est séculant, le débat est intéressant. Moi, je n'aimerais pas qu'on puisse fuir ces débats en disant que Noël Tchani ne serait pas la bonne personne pour porter cette cause. Moi, je le reconnais comme Congolais d'origine aussi, parce qu'il a été candidat président de la République. Et vous savez qu'avant d'y être, il faut que la candidature soit bien vérifiée au niveau de la Cour constitutionnelle, et que la Cour constitutionnelle a dit comme telle. Et aujourd'hui, au moment où il y a une forte polémique, je pense que ces détracteurs pourraient aussi profiter de cette occasion pour saisir les cours et tribunaux, pour démontrer que Noël Tchani n'est pas congolais, il serait peut-être américain. Et alors, à ce moment-là, le monsieur serait poursuivi pour faux usage de faux. Donc, je pense que le débat est intéressant. Et certes, le débat n'est pas encore clôturé. Parce que certains pensent que comme le président de la République a donné son point de vue, le débat serait clos. Non, le débat n'est pas encore terminé. Le président de la République a donné son point de vue en tant que Congolais. Et que ce débat, jusque-là, il n'a même pas encore commencé. Parce qu'ici, nous intervenons dans les domaines de la loi. Et comme c'est dans les domaines de la loi, c'est une matière qui revient au Parlement. Vous savez que la loi électorale, la proposition de loi électorale n'a même pas encore commencé à être étudiée. Donc c'est à ce moment-là que nos parlementaires, les députés et les sénateurs vont pouvoir se pencher. Et je pense que cette question va encore faire surface et nos parlementaires seront en mesure de nous éclairer. Oh, une intéressante question. Où en sommes-nous d'abord aujourd'hui avec notre candidature au poste du secrétariat exécutif de la SADC? Vous savez qu'il avait plu au président de la République, lorsqu'il a pris le pouvoir, de relancer aussi notre pays sur l'échiquier diplomatique. Étant donné que durant un temps, nous avons pratiquement connu une traversée au désert, où la République démocratique du Congo, lorsqu'il fallait parler d'elle à l'international, il n'y avait que le problème de massacre, il n'y avait que le problème de la faim, il n'y avait que le problème, bref, les côtés négatifs de la République qui étaient en vogue sur le plan international. Mais lorsque le président de la République, Tshisekedi Félix, a pris le pouvoir, il a constaté que nous étions pratiquement absents et que la République démocratique du Congo, malgré le fait qu'il a des enfants, des filles et garçons qui ont beaucoup de potentiel, qui peuvent aussi diriger les institutions internationales, mais malheureusement n'y étaient pas. Et par conséquent, il a décidé d'abord, vous pouvez bien vous souvenir, de faire un lobby pour que le professeur Matungulu soit désigné comme le représentant de tous les pays de l'Afrique centrale au conseil d'administration de la Banque africaine de développement. En dehors de cela, le président de la République, Tshisekedi, ne s'est pas limité à ce niveau. Il est arrivé à proposer aussi la candidature de la République démocratique du Congo pour piloter le processus de la ZLECAf. Et il avait présenté à l'époque, vous vous en souvenez, le professeur Dr Faustin Luanga. Et le processus n'a pas été concluant pour nous parce que, in fine, c'est les candidats sud-africains qui étaient préférés, nonobstant le fait que notre candidat était arrivé jusqu'au dernier carré sur les 126 candidatures. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, est encore revenu au regard du potentiel que regorge notre candidat, le professeur Faustin Luanga, pour le présenter au fin de pouvoir devenir le secrétaire exécutif de la SADC. Où en sommes-nous aujourd'hui? La candidature de la République démocratique du Congo avait été avalisée déjà depuis très longtemps et que
le 9 juin dernier, les deux candidats, parce qu'il faut le rappeler, présentement il y a deux candidats. Il y a le candidat congolais qui est le professeur Faustin Luanga et les candidats botswanais, les candidats que le président botswanais Masisi avait présentés. Alors le 9 juin dernier, tous les deux candidats sont passés à l'interview. L'interview pour le candidat congolais s'est très bien passé. Et pour l'instant, c'est le travail de fond, le travail diplomatique à l'international qui est en train de se battre. Et je vous dis et je vous rassure que le président de la République, Félix Tshisekedi, est plus qu'impliqué. Parce que aujourd'hui, le poste ou cette lutte, cette bataille du secrétariat exécutif de la SADC est aujourd'hui l'agenda premier ou le chantier prioritaire sur le plan diplomatique du président de la République après le retrait de notre candidature comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République s'y implique parce que en face de nous, nous avons un candidat botswanais. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients du degré d'organisation du Botswana. Le Botswana est l'un des pays africains le mieux structuré. Et lorsque nous sommes en face d'une telle candidature, nous avons tout intérêt à pouvoir faire preuve de notre détermination, de notre maturité et surtout de notre intelligence. Et à ce moment-là, il n'y a pas que le président de la République qui doit se battre. Tout le monde, tout le peuple congolais, parce que cette candidature, c'est la candidature du peuple congolais dans son ensemble. Vous savez que nos parlementaires jouent aussi un rôle très important dans la diplomatie parlementaire. Donc, les parlementaires congolais peuvent aussi convaincre leurs collègues dans les 15 autres pays membres de la SADC, que ce soit aux Seychelles, en Tanzanie, en Zambie, en Angola, au Malawi, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Lesotho ou au Swati, ou même au Botswana, que nos parlementaires aussi jouent ces rôles. Et il n'y a pas que le parlementaire, il y a aussi l'organisation de jeunes de la SADC. Dans la dite organisation, il y a aussi des Congolais. Donc les jeunes Congolais aussi peuvent jouer ces rôles-là. Donc je me résume en disant que la République démocratique du Congo, avec sa candidature, se porte mieux au niveau de la SADC. Et l'élection est fixée au mois d'août, si et seulement si le candidat botswanais ne retirerait pas sa candidature. Parce que nous sommes aussi dans ce processus-là, afin que le Botswana puisse désister en faveur de notre candidat. Au mois d'août, il y aura élection. Et à ce jour, nous avons quand même beaucoup de chances pour que nous puissions remporter cette bataille. Mais la négociation du désistement du candidat botswanais a commencé depuis bien longtemps. Bien avant même la nomination du Premier ministre Sama. On a commencé ces négociations depuis le temps de l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Donc le Premier ministre, effectivement, accompagné d'une forte délégation aussi avec notre candidat, s'est rendu non seulement au Botswana Gaborone, mais dans différents pays membres de la SADC, et que ça c'était la première tournée. Il y aura encore d'autres tournées qui seront organisées bien avant qu'on arrive au mois d'août, le mois qui est fixé pour l'échéance électorale. Donc nous avons le vœu que le candidat botswanais puisse retirer d'abord sa candidature, parce que cette fois-ci, la RDC n'a jamais dirigé la SADC. C'est la toute première fois depuis la création de la SADC que la RDC est candidate. Donc, nous sommes en plein droit de revendiquer ce poste, et surtout que nous avons un candidat, le professeur Faustin Luanga, qui présente un background